Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, déjà j'allais filmer l'autre sens, donc ce qui n'aurait été peu intéressant. Donc bienvenue dans le 12e Stammtisch ésotérique. Donc ça fait 12 fois que je vous saoule pendant 1 heure en live. Aujourd'hui, je dis bonjour à celles et ceux qui arrivent. Aujourd'hui, on va parler du druidisme. Alors pour ceux qui connaissent le druidisme, je ne sais pas si vous allez apprendre beaucoup parce qu'on va redire probablement des choses que vous pouvez connaître. C'est vraiment une introduction historique au druidisme ancien et moderne, ce qu'on appelle le néo-druidisme. Bonjour Mélusine. Et pour celles et ceux qui se posaient la question sur le torque, pourquoi j'appelais ça le torque de l'histoire, je vous expliquerai ça quand on arrivera au druidisme moderne. Donc, bonsoir Nature et Celtique, bonsoir à toutes celles et ceux qui arrivent. Je vous laisse vous saluer aussi entre vous. Donc aujourd'hui, on va commencer bien sûr par l'histoire des druides anciens, jadis, il y a fort lointain et dans un temps fort longtemps. Et puis nous irons après vers le druidisme moderne et nous essayerons, si j'ai le temps, je vais sortir mon truc magique, voilà, que je regarde jamais en général, hop là. Donc voilà, donc on va se lancer. Donc j'ai pris mes notes parce que j'ai tendance à oublier les dates, par exemple. J'ai vraiment une mémoire de moule pour les dates. Ça a été toujours ma chose terrible. Je pense que c'est pour ça que je suis nulle en mathématiques. Donc le druidisme, c'est quelque chose d'assez complexe déjà au départ, pas complexe dans le sens à comprendre, à vivre, mais complexe historiquement. Les témoignages qu'on a ne sont jamais des témoignages directs, ça a toujours été des témoignages d'autres gens, on va voir qui, et surtout, c'est des témoignages assez tardifs dans l'histoire du druidisme. Donc, on sait à peu près que c'était des personnages de haut rang, qu'ils avaient plusieurs fonctions, pas seulement une fonction sacerdotale. On a notre druide qui vient nous voir. Elle dit bonjour Sam. Et coucou. Et voici le druide de la maison, Sam, le midou. Allez hop. Donc Sam vient faire sa star, évidemment. Voilà. Donc voilà. Donc on reprend. Donc les druides avaient diverses fonctions. Légalistes, ils étaient conseillers, ils faisaient un peu tout. Ils avaient une certaine éducation. Enfin, ils avaient même une haute éducation par rapport aux gens de tous les jours. Et les premiers témoignages ont été des témoignages gréco-romains. Le premier témoignage, c'est Jules César dans la guerre des Gaules. Et non, personne ne fait des blagues, désastreuses comme j'aime bien en faire. Donc, je ne ferai pas non plus de blagues désastreuses. Donc, Jules César, en 50 avant Jésus-Christ, avait écrit la guerre des Gaules. Il décrivait un peu surtout ses propres victoires. Et donc, on a cette première vision des Romains. Il ne faut pas oublier que si les Romains vous racontent un truc, en général, c'est pour se congratuler eux-mêmes. Et donc, on peut dire que c'est une forme de deuxième main, mais il faut toujours le voir avec le prisme déjà du conquérant et du vainqueur. Donc la guerre des Gaules, c'est un livre que vous pouvez toujours trouver. Ça a été réédité. Je ne sais pas si Jules César pensait qu'un jour on le lirait bien plus tard. Il y a aussi des gens comme Pline, Tacite, Cicéron qui ont écrit sur Cicéron l'orateur, sur les druides. Donc ce sont ces écrits qui ont... Ouais, ça va, il n'y a pas que moi alors qui fait des blagues pourries, ça me rassure.
Et encore, je me suis empêchée de faire la blague pourrie. Il y avait Diodore et Strabon aussi qui ont écrit. Eux, ils ont ajouté le rôle de pacificateur aux druides, c'est-à-dire que c'est eux qui devaient être les diplomates de l'époque. Donc on est bien loin de l'imagerie très sacerdotale, parce qu'ils faisaient un peu tout. C'était vraiment la classe supérieure, presque politique. Pomponius Mela, vous comprenez pourquoi j'ai noté aussi des choses, parce que quand on s'appelle Pomponius Mela, qui tu veux qui retienne ça? Pas moi en tout cas. Donc Pomponius Mela, qui était géographe, un des premiers géographes romains. Les Romains ont toujours été très carrés. C'est eux qui ont fait l'agrimens, le début du géomètre. Enfin voilà, c'était une... c'est parce que je travaille sur une fresque sur ce sujet-là. Donc c'était donc les Romains, toujours très carrés, ont été les premiers géographes, et notamment Pomponius Mela. Donc comme c'est vrai qu'il voyageait beaucoup, il voyait beaucoup de choses et qu'il conquérait beaucoup de terres, il a été aussi le premier à parler du secret de l'instruction chez les druides. C'est pour ça que peu de choses de vraiment première main nous sont parvenues, parce que si on en croit Pomponius Mela, qui rapporte ce qu'il a vu, il expliquait que les druides gardaient une tradition orale, que dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un collège druidique, on apprenait les choses souvent par cœur. Alors on ne sait pas trop quel était l'intérêt, probablement il y a toujours dans les religions ce qu'on appelle les mystères, on retrouve ça dans beaucoup de religions, où il y a une partie des choses qui vont être connues que par les prêtres de très haut rang. Donc, merci beaucoup pour les gentils petits mots que je lis, qui me troublent du coup. Je suis très troublée. Donc, merci. Et donc, c'était l'oralité primée pour éviter que les secrets se perdent. On a retrouvé ça dans d'autres religions, en Égypte, en Grèce. On pense au mystère de l'Éleusis, qui sont restés encore aujourd'hui très mystérieux, et encore aujourd'hui on peut faire que des théories, ou même si certaines choses, on a découvert certaines choses, et qu'avec la modernité, les méthodes de recherche aujourd'hui, on arrive un peu plus à avancer. Donc en tout cas, l'écriture n'était pas... Il faut aussi se rappeler qu'on est très loin, on est à la fin de l'âge de fer, à la fin de la période hallstattienne, c'est-à-dire qu'on est avant Jésus-Christ. On est à une période où l'écriture, il n'y en avait pas partout, on commençait... les civilisations se développaient, mais on n'en était pas encore au stade de la communication à grande échelle, sauf dans certaines civilisations, les Romains, mais parce qu'ils étaient très carrés. Donc eux, ils communiquaient beaucoup. C'est eux d'ailleurs qui ont communiqué du coup pour nous, c'est bien. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se souvenir qu'il y a ce problème de la vision de l'étranger, qu'il soit grec ou romain. On voit toujours avec le prisme de notre propre culture. Et les Romains gardent quand même aussi ce côté conquérant. Il faut s'imaginer dans une sorte d'Uchronie où, par exemple, les nazis auraient gagné et auraient écrit sur la France de l'occupation. Ils auraient probablement écrit autre chose que nous avons pu écrire sur l'occupation. Parce que avec l'histoire, on se rend compte que c'est des cycles et que souvent on recommence la même chose. Alors il faut savoir que je ne sais pas faire les vidéos en direct. On va dire, en général, quand je fais une vidéo en direct, je plante tout. Donc vous m'excuserez si je ne mets pas un truc en direct, ça plante tout. Je suis une quiche, oui, je sais. Donc on va passer à Alexandre Politor. C'était un historien romain du 1er siècle, donc là on passe après Jésus-Christ pour une fois, et lui va les appeler pour la première fois des philosophes. Donc
et c'est une théorie qui est aujourd'hui reprise par exemple Jean-Louis Bruno du CNRS. C'est peut-être la théorie la plus logique, sachant que la philosophie peut encadrer beaucoup de choses. Et sachant que le philosophe lui-même, ayant une connaissance, peut avoir différentes positions. Alors il ne faut pas oublier que dans certaines religions, certains prêtres, alors par exemple, je reprends pour l'Égypte ancienne, les prêtres étaient par exemple mathématiciens, ils pouvaient être architectes, mais à côté ils étaient prêtres. Donc on suppose que pour les druides, c'était une construction sociétale qui ressemblait un peu à ça, un rôle religieux, mais parfois un métier à côté. Donc on considérait peut-être que le rôle sacerdotal était important, mais ça donnait, façon de parler, le droit, la posture pour faire des métiers où ça demande des connaissances plus grandes. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une question de classe sociale, et vous voyez, à l'époque déjà, oui. Et encore, j'oublie beaucoup de choses, hein. Mes connaissances, des fois, c'est pour ça que j'ai noté des choses pour les faire assez logiquement aussi. Mais j'ai une mémoire de moule, et j'ai perdu beaucoup de mes connaissances avec ma mémoire de moule. Mais c'est gentil, merci. Donc on pense que les druides étaient très influencés, mais ça c'est pareil, c'est les Grecs qui nous le rapportent, par les pythagoriciens. Qu'est-ce que sont les pythagoriciens ? C'est un courant philosophique qu'on rattache à Pythagore, mais c'est pas Pythagore lui-même, donc on va le rattacher à Pythagore. Et donc c'est un courant philosophique dans lequel on parle d'une éthique alimentaire, d'une connaissance scientifique, de théorie musicale. Et donc on pense que les druides ont été influencés par le jeu des invasions, des voyages, des importations culturelles, des mixages, par cette philosophie pythagoricienne. Et je vous avoue que la philosophie pythagoricienne, je l'ai justement un peu oubliée. Je sais que ce n'est pas fun. Je me souviens que ce n'est pas la joie, et que ce n'est pas super fun. Mais c'est très intéressant. Déjà, ils aimaient les maths, pas moi. Non, mais des fois, c'est chiant quand tu as plein de connaissances et que tu sais qu'elles sont là, mais où ? C'est un peu... Je vous parlais d'atelier mental dans l'AON Creative Challenge. Moi, j'ai une sorte de documentation mentale, mais où il faudrait que je fasse du rangement. Donc, pour vous resituer quand même dans l'histoire, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens font une grosse boule de tout. Quand on parle des druides, en général, c'est de l'âge de fer et un peu après Jésus-Christ. Alors, il faut l'âge de fer, ça va être l'Athènes et Hallstatt. Donc chez nous en Europe, c'est à peu près 800 avant Jésus-Christ jusqu'à un peu après Jésus-Christ. Donc c'est une période où les civilisations vont se développer grâce au premier travail du fer, etc. Le commerce, les relations commerciales, etc. C'est vraiment, c'est aussi ce qu'on appelle l'ère des tumuli, puisque chez nous en tout cas, voilà. Donc c'est un moment aussi où il va y avoir beaucoup de mouvements de population, et on oublie souvent tout ce mouvement de population, non seulement dû aux Romains qui vont chasser des gens. Par exemple, les Romains aimaient bien remplacer des populations par d'autres populations. Alors, ils remplaçaient les populations rebelles par des populations qui étaient plutôt de leur côté, ils savaient y faire. Et puis, oui, un Pinterest mental, c'est ce qu'il me faudrait. Mais les Romains, il n'y avait pas que les Romains, il y a eu toute une vague de visites, hein, et de conquération. On va inventer un mot. De conquération, voilà. Donc, alors, après, en Angleterre, les Romains sont arrivés plus tard. Et du coup, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre et l'Irlande, les Romains sont arrivés après Jésus-Christ, à peu près au 1er siècle, si ma mémoire est bonne, ça je ne vous le promets pas.
ça peut être même un poil plus tard ou un poil, en tout cas c'est après Jésus-Christ. Ils ont conquéri ça plus tard et ça s'est fait beaucoup plus lentement. Et ils étaient un peu plus rebelles aussi en Angleterre, notamment les Pictes, et il y a la fameuse légende de la Légion perdue. Je vous laisserai regarder ça et vous pouvez même regarder un super épisode de Doctor Who là-dessus. Mais il y a aussi des livres sur la Légion perdue. C'est le Roanoke Picte. Donc voilà, c'était encore une petite parenthèse. Donc on passe au druidisme moderne. Donc le druidisme moderne va marquer, pour Christian Boucher, qui est un historien, il me semble, pour lui, 1717, la naissance du druidisme moderne, marque aussi la naissance du néopaganisme. Et donc, on arrive à ce fameux collier, le torque de l'histoire. Donc, un torque, c'est quoi ? C'est un collier comme celui-là que j'adore porter. On le retrouve chez Cernunnos. Parfois, il y a les torques à tampons, j'en ai aussi. C'est avec des choses plus grosses. Ici, ils sont un peu plus serrés. Et pourquoi le torque de l'histoire ? Parce que la symbolique du torque, c'est l'univers, mais l'univers auquel il manque un morceau. Et donc, quand on est dans le néopaganisme, on va parler de reconstructionnisme. Et hélas, il va toujours nous manquer un morceau de l'univers. Donc, on passe notre temps à travailler sur un torque, comme le mien ou comme les miens. J'en ai plusieurs, donc je vais remettre le mien avant de le perdre. Voilà. Donc pour revenir à 1717, c'est la réapparition du druidisme, la naissance du néopaganisme, et on considère que le néopaganisme, ce sont des religions créées à partir de mythes anciens. Et à partir d'une documentation, alors il faut se replacer au 18e, on n'a pas le même accès qu'aujourd'hui aux connaissances, on n'a pas du tout le même accès aux choses que maintenant. Il faut vraiment, si tu veux chercher, avoir envie de chercher. Il n'y a pas internet, il n'y a rien, donc il faut aussi avoir la culture. Donc souvent ça va être des gens qui culturellement sont de couches plus hautes de la société, ceux qui ont accès plus facilement à la culture. Et c'est toujours ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que souvent les couches sociales les plus hautes, c'est ceux qui ont le plus facilement accès à la culture, et ça reste toujours le cas aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on dit « Ah, mais il y a Internet, mais Internet, ça fait pas tout. » Parfois, le fait d'être né dans une certaine couche sociale fait que tu n'as pas facilement accès à la culture, même si tu es très intelligent, on va te mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut toujours se remettre ça dans l'idée, c'est que quelqu'un qui n'a pas de connaissances n'est pas forcément stupide, c'est peut-être juste qu'il n'a pas eu la chance, comme vous ou d'autres ou moi, d'accéder aux connaissances. C'est pas seulement une question de vouloir, c'est aussi une question de pouvoir. Donc ça reste très important, y compris quand on discute justement de reconstructionnisme et que je vois des gens qui vont râler, après des gens qui vont s'attacher à des gens et dire « Ah mais il connaît rien ». Ben oui, mais il le fait avec sa sensibilité, avec ses connaissances, et puis ça va se construire au fur et à mesure, c'est comme ça. Toi tu as eu de la chance d'avoir accès à la culture, ben voilà. Donc, je ne connais pas Franck Lepage, j'irai voir. Le spectacle Inculture, ça a l'air intéressant. Mais oui, mais c'est un truc qu'on oublie et je vois ça revenir souvent et ça me fait toujours mal au cœur parce que c'est vrai qu'on oublie. Et moi, j'ai bossé en collège, c'était encore une mais je veux dire, il y a des gamins très intelligents, mais tu sais que parce qu'ils sont dans un milieu social X ou Y, ça va être très dur pour eux, même en y mettant tout leur cœur, d'accéder à la culture, d'accéder à des études, parce que le milieu familial ne le permet pas toujours. Donc il faut toujours se remettre ça. Donc c'est toujours très important de se souvenir que tout le monde n'a pas le même cursus que soi, et que chacun du coup adapte ses connaissances avec son propre cursus, et au moins ça permet de continuer à apprendre, et déjà ça, je trouve ça super. Oui, je trouve aussi que les médiathèques devenues payantes, ça soit bête. Je pense que l'accès à la culture, comme les médiathèques, les bibliothèques,
etc., devrait rester gratuite et accessible à tous. La culture, c'est ce qui fait le lien entre tous. Pareil pour les spectacles, ils sont souvent chers. Les musées deviennent chers aussi. Donc c'est vrai que l'accès à la culture n'est pas toujours facile. Oh ben moi je me suis souvent réveillée jusqu'à 4 heures du mat, alors je regarderai, je note. Donc voilà, c'est une réalité dans laquelle il faut aussi se placer et pas seulement se placer quand on a eu la chance d'accéder à la culture. Souvent je dois se placer en tant qu'intellectuel, mais il y a aussi autre chose dans la vie. Voilà. Donc revenons à nos petits druides de 1717 qui se reprennent de passion pour leur passé et avec joie et bonheur. Je pense que c'était dans l'air. Quand quelque chose s'installe, on sait que c'est dans l'air à un moment et que y a une sorte d'élan comme ça un petit peu universel de redécouverte. Ça va souvent aussi avec une forme de conservatisme, hélas, on le verra après. Et hélas, souvent pas, on verra dans quel sens ça peut être parfois dangereux. Oui, c'est ce qui fait que les gens peuvent réfléchir et c'est ce qui fait le lien et c'est ce qui fait alors, aussi que tu avances et que tu puisses analyser les choses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est absolument important de maintenir la culture, mais c'est ce que souvent on ne veut pas voir quand on est gouvernant, parce qu'on se dit « Ah, c'est cher et ça produit rien ». Mais si, ça produit en fait des gens qui vont mieux réfléchir, plus facilement réfléchir. Enfin bref, c'est un grand débat, le débat de la culture. Donc je vérifiais mon timer. Donc il y a 3 conceptions, non pas 6, je fais 3. C'est là que vous comprenez pourquoi je suis nulle en maths. 3 conceptions du néo-druidisme. Donc il faut savoir que ce genre de regain pour le passé avait déjà eu lieu avant. À la Renaissance, il y avait une grande passion pour tout ce qui était gréco-romain. On le voit dans les sculptures de la Renaissance, on le voit dans l'art de la Renaissance. Et puis oui, être moins la manipula. Mais la culture, c'est ça, mais c'est souvent pour ça qu'on essaye d'éviter trop de culture. Et c'est pour ça que, par exemple, les Romains, j'ai oublié de le dire avant, mais que les Romains, on pense, alors c'est pas avéré complètement, ont éliminé les druides. Mais en fait, on pense aussi que peut-être ils s'en sont mis sous la main pour pouvoir avoir la main sur les peuples. Ils savaient y faire ce qu'on appellerait, ce qu'on aurait appelé pendant la Deuxième Guerre de la collaboration. Donc les Romains étaient très au fait de ce genre de choses. Donc il y a eu le premier mouvement néo-druidique, c'est celui de John Toland, qui était un philosophe irlandais. Il a écrit sur le christianisme. C'est lui qui est le père du mot panthéisme. Alors le panthéisme, c'est ce qui recouvre toutes les religions. J'expliquerai une fois le mot panthéisme plus longuement. Et en tout cas, c'est lui qui le fait apparaître pour la première fois en 1720. Et lui, il dit qu'il a fédéré tous les anciens druides dans un groupe. Alors on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas, il a récupéré des anciens druides. Il faut savoir qu'en Angleterre, on peut supposer qu'une certaine forme de druidisme a pu peut-être, il faut toujours prendre ça avec des pincettes dans l'histoire, survivre par une certaine oralité, sachant que dans ces pays, Angleterre, Irlande, ce qu'on appelle aussi la Cornouaille, ces régions, il existe des textes, on y reviendra après. J'ai enlevé ma bague qui fait du bruit quand je bouge la main, j'ai l'impression d'avoir une petite cloche à la main. Et dans ce premier mouvement, il faut se dire que beaucoup de druides étaient en fait absolument pas polythéistes et absolument pas païens, mais ils étaient chrétiens. Pour exemple, William Blake, que j'aime beaucoup et que vous connaissez peut-être. William Blake est un peintre de génie. Peut-être que vous le connaissez si vous avez vu Hannibal. Petite référence, cette fois-ci pop culture. Alors, en fait, je crois qu'il apparaît dans Hannibal la série et peut-être Hannibal le film.
c'est le tatouage que porte le dragon rouge. C'est en fait un tableau de William Blake. Donc William Blake, comme Jérôme Bosch, était super chrétien, mais ils ont, comme Jérôme Bosch, produit une œuvre totalement extraordinaire et complètement hors chrétienté, façon de parler, même en parlant de sujets très sacrés. On le voit encore plus chez Jérôme Bosch, qui était carrément un psychopathe des petits... Oui, c'était Ralph Fiennes qui jouait Dragon Rouge. C'est vrai que j'avais oublié que c'était le sexy Ralph Fiennes. Et dans la série, c'est celui qui joue Thorin et Kutchen dans Le Hobbit. Et donc j'ai oublié le nom de l'acteur. Je sais juste que c'est Thorin et Kutchen, c'est déjà pas mal pour moi. Et donc William Blake, lui, a été pendant 28 ans grand druide de ce mouvement de John Toland, qui s'appelait le Ancient Druid Order. Vous admirerez mon merveilleux accent anglais qui rendait folle ma mère, qui était prof d'anglais, et donc elle désespérait de mon accent anglais. Donc l'ancien ordre des druides sera beaucoup mieux. Alors il faut savoir que Sam fait caca, donc il va peut-être vocaliser dans pas longtemps. Non, ça va. Donc l'ordre auquel j'appartiens moi, l'Aubonne, est une suite de cet Ancient Druid Order. Et en tout cas, il a une filiation avec ce premier mouvement. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Voilà. Donc, après, je vous dirai comment je vois ça et comment je fais ma propre cuisine. Donc ensuite, il y avait en 1781 un autre ordre qui était construit plus comme une loge, les loges maçonniques. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie avait le vent en poupe au 18e. Il ne faut pas oublier que les États-Unis se sont construits sur l'ordre maçonnique. George Washington, par exemple, était franc-maçon. On retrouve beaucoup de symboles maçonniques quand on les connaît et c'est toujours le cas d'ailleurs, sur les emblèmes des USA. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup mieux vu que chez nous. Donc il y a des grades, il y a une façon d'évoluer particulière, il y a le secret. La dernière branche, c'est celle de Yolo Morgwang. Vous m'excuserez de la prononciation de ce nom. Edward Williams, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Edward Williams est d'ailleurs un ancien franc-maçon. Et lui, il va se séparer du groupe de John Toland, donc celui qui a donné l'Obot après, pour faire son propre mouvement. Alors, il faut savoir que Yolo Morgwang était un peu particulier. Donc il a déjà fait partie des francs-maçons, ça lui a pas plu. Il est allé vers les druides. Ça lui a pas plu. En fait, ce qu'il voulait, c'est construire son propre ordre avec ce que je peux comprendre, avec sa propre vision des choses. Donc alors, Yolo Morgwang, je vous en ai peut-être déjà parlé, peut-être dans ma pile à lire, puisque je suis en train de lire I Yolo, qui est une biographie. Et Yolo Morgwang est très intéressant dans le sens où il est aussi un des grands faussaires de l'histoire du druidisme moderne. Yolo Morgwang a dit qu'il avait retrouvé des triades, donc ce sont des poèmes qui... les triades sont des poèmes qui vont, structurer la pensée du néo-druidisme. Et Yolo Morgwang a dit qu'il en avait retrouvé, et qu'il avait retrouvé aussi... Oui, c'est vrai qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de symboles maçonniques, mais souvent, si on regarde bien dans les villes, il y a souvent des symboles maçonniques, pas seulement à Strasbourg, une des villes où il y en a le plus, ça reste Venise. Et donc, c'est toujours très intéressant à voir. Et donc, jeter un œil. Les sociétés secrètes, c'est toujours un grand mystère. Et donc, certains druidismes anciens, de 18e, essayaient de fonctionner comme ça, en cercle fermé, ce qui revient à refaire en fait ce que faisaient les druides il y a très longtemps, donc à l'époque de l'âge de fer, à la fin du Hallstatt, voilà. Alors à Metz, peut-être, j'étais pas souvent à Metz, mais il y a le Graouli à Metz, non?
C'est pas la ville du Graouli, mais avec le joli cute dragon qui est accroché quelque part. Donc pour en revenir au druidisme, il y a 3 branches. Je suis toujours 6, c'est fou ça. Aujourd'hui, je suis partie sur 6. Donc il y a le druidisme chrétien. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui vont avoir des rituels dits druidiques. Il y a le druidisme arthurien, c'est tous ceux qui vont se rapprocher des textes de la légende arthurienne, des textes notamment, on va dire, anglo-saxons pour résumer. Et il y a tous les druidismes proto-romantiques qui vont s'inscrire dans ce premier mouvement druidique. Donc Iolo Morgan, lui, ah oui j'oubliais, j'étais en train de parler de l'alphabet des druides qu'il avait inventé, il a dit oui je trouve un alphabet des druides. D'ailleurs on reparlera de Logam une fois à part parce qu'on se méprend souvent sur Logam. Je ferai peut-être une vidéo sur Logam, on verra. On fera un truc sur Logam. En tout cas lui avait dit j'ai retrouvé un alphabet, c'est l'alphabet des druides, super. Vous pouvez le trouver sur internet ou je vous le mettrai en lien avec la bibliographie quand je mettrai le replay. D'ailleurs, ça me permet de penser que je vous mettrai une bibliographie qui va avec ce replay. Je vous la mettrai sur le blog et en dessous du replay. Comme ça, vous pourrez trouver des livres intéressants que vous pourrez lire si ça vous donne envie de lire. Et vous verrez. Et donc tout ce que Iolo Morgan avait mis de côté, il est temps que je retourne mon truc, moi. On s'en est rendu compte que dans les années 1970, que c'était donc presque 200 ans après, que c'était du faux, que c'était un gros faussaire en fait. Mais moi je le trouve assez intéressant parce que du coup il a recréé une sorte de mythologie. Et c'est très intéressant, je vous en parlerai après justement de la recréation mythologique. Voilà, c'est la question qu'on va aborder après. Donc aujourd'hui en France, puisqu'on est en France, la première loge, ça y est je suis chez franc-maçon moi, le premier Gorsedd en France et la première vraie assemblée druidique date de 1900, c'est le Gorsedd de Bretagne. Un Gorsedd c'est une fraternité et ça date de 1900-1902. Il y a eu des gens connus qui sont passés par... il y a eu Lady Monde, qui n'a rien à voir avec moi, mais qui avait le Castelmonde, et qui était druidesse, comment on dit ça, par héritage, c'est son mari qui avait été nommé druide, enfin voilà. D'ailleurs, je parlerai de la place aussi des femmes dans le druidisme, dans un autre Stammtisch, parce que là c'est encore une autre question qui est complexe avec des oui mais non, mais oui mais non, comme toujours. Mais moi je rallonge les piles à lire, désolée. Mais la mienne j'arrête pas de la rallonger aussi, je devrais m'interdire d'aller regarder les livres. Ou de regarder les gens qui parlent de livres aussi, les tentateurs, vils tentateurs. Donc comme les autres néo-druidismes, la Bretagne s'est construite ayant pour mission le développement des arts et de la littérature celtique. Donc c'est vraiment un mouvement qui est assez conservateur dans le sens où on va travailler sur la région, la terre qu'on foule. On n'est presque plus dans le théisme, c'est-à-dire on n'est presque plus dans le religieux, on revient vraiment à cette idée de philosophie. Et c'est ce qui est assez intéressant avec le druidisme, c'est qu'il y a vraiment un équilibre qui se fait entre une forme de philosophie et une forme de théologie. Ah mais empiler les livres, moi j'ai 2 bibliothèques écroulées, donc il faut savoir que dans mon dressing où je m'habille tous les jours, je suis à moitié de ma partie est prise par des livres, empilés, et un jour il faut que je m'y mette. Donc l'idée c'est de connaître sa terre et son pays. Donc il n'y a pas de filiation directe avec les druides antiques, même si certains vont essayer de vous dire mais si, même si certains vont vous dire mais si, certaines choses ont traversé les siècles, c'est peut-être possible
que dans l'oralité ou dans certains poèmes ou dans certains écrits, il y ait des choses qui aient traversé les siècles, mais ça ne sera jamais exactement ce qui a été fait à la fin du Hallstatt, au début de l'ère après Jésus-Christ, au début de l'ère christique. Donc non, et cette filiation-là est quand même très compliquée. Alors j'ai noté son nom parce qu'il a un nom à coucher dehors. Ça, c'est les Bretons. Et nous, les Alsaciens aussi, on a des noms à coucher dehors. Donc, Père Barry Kerlock, je m'excuse auprès des Bretons pour cette prononciation ignoble du breton, qui est l'actuel et 6e grand druide du Corset de Bretagne, dit que la filiation est inspirée avant tout de la théologie catholique, c'est-à-dire que la construction se fait un peu de la même façon que en fait la théologie catholique est à la même façon de se diffuser. Donc, et c'est vrai que si on regarde la population néo-druidique, notamment en Angleterre, notamment même dans ma propre filiation, l'Aubonne, il y a quand même une grande part de chrétiens. Donc on ne rejette pas les chrétiens, comme j'ai déjà pu le lire. Ah là là, c'est quoi ? Non, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont intégrés au mouvement néo-druidique, ce qu'on retrouve moins dans des autres mouvements néo-païens, comme l'Asatrou ou des choses comme ça. On va retrouver beaucoup moins de chrétiens, puisqu'ils vont être beaucoup plus axés uniquement sur quelque chose de théologique et de retrouver des divinités. Donc c'est vraiment ce que j'aime dans le druidisme, c'est d'équilibrer à la fois quelque chose de religieux et quelque chose où on va réfléchir. Ah bon, tu es de Douarnenez ? Bah merde alors, je ne savais pas. Eh ben tu m'excuseras alors pour cette prononciation horrible. Moi, à part Festnoz, que je sais à peu près prononcer. Donc, je suis désolée. Ah, en plus, il y a une brestoise, mais il n'y a que des bretons et je prononce un mot breton comme une vache espagnole, comme une vache alsacienne. Donc, vraiment désolée pour les bretons. La vache alsacienne, c'est... Mais si un jour vous avez à prononcer Souffle-Weiersheim, je vous attends. Encore que Mélusine, toi, tu dois savoir prononcer ça. Ou Breuchwickersheim. Hein, ça vous la coupe tout de suite. Donc, mon propre chef, Philippe Cargum, le chef de l'Aubonne, mon chef druide, pas mon chef de tous les jours, hein, il fait la distinction, lui, entre les druides dits culturels, qui ont un lien à leur terre et qui vont être plus axés vraiment sur la culture, garder les traditions de la terre, et que mais ça aide 9 ans d'allemand à l'école. Et donc, tout ça c'est ce qu'on appelle un druide culturel. Et il y a le druide plus théologique qui va lui s'intéresser plus vraiment à la religion et au côté religieux. Alors moi, j'avoue que je fais un peu les deux, je mixe les deux. Je fais bien... Hein. Donc, 20 minutes, oh ben ça va. Donc moi, je fais les deux, on passera après. Donc ce que je voulais dire, c'est que souvent, chez le côté anglo-saxon, c'est plus construit que chez nous, parce qu'il reste plus de traces. Pourquoi ? Parce que tout simplement, chez les anglo-saxons, on a les textes, les poèmes qui ressemblent à des sagas du Nord, et les sagas pré-chrétiennes, etc. Et donc, il y a des textes jusqu'au 7e et 8e siècle qui vont parler du druidisme. On ne sait pas toujours si c'est très juste, mais en tout cas, ça rapporte des rituels et des choses sur le druidisme jusqu'à assez tard, ce qui n'existe absolument pas chez nous. Donc, chez nous, on a dû reconstruire sur beaucoup moins de choses si on s'attache uniquement à notre terre. Si on s'attache à refaire un druidisme plus anglo-saxon, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de ressources. Donc c'est pour ça qu'on va passer maintenant à la question de la reconstruction, le fameux Torque. On dit que la reconstruction naît du fait que la chrétienté est éreintée, cassée,
et qu'on a perdu un peu de foi dans la chrétienté. Moi, je pense que c'est juste le souffle de l'époque qui fait qu'on s'intéresse à des choses différentes. Alors là, du coup, pour le coup, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi qui voulais devenir pasteur, en fait, j'ai très vite compris que mon esprit était beaucoup plus large que la chrétienté. C'est pour ça je l'avais expliqué une fois en story, il n'y a pas longtemps. À 20 ans, moi, je voulais refaire le culte solaire d'Aton. Donc j'étais partie, c'est merveilleux, chouette. J'ai plein de livres d'ailleurs, toujours sur Akhenaton. Si un jour ça vous dit, je vous ferai un stamtiche sur Akhenaton, ça me replongera dans ma folle jeunesse armanienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pareil, on a retrouvé très tard les traces d'Akhenaton. Je vous en ai parlé pour l'Awen, puisque le symbole ressemble un peu à l'Awen. Enfin bref, je voulais recréer ce truc jusqu'à ce que je me rende compte que je n'arriverai jamais à reconstruire, parce que les rôles étaient très particuliers dans la religion d'Aton. C'était le pharaon et la reine qui officiaient en premier. Bon, il faut savoir que c'est un culte très court, il dure 17 ans, donc t'as pas trop le temps de faire une classe sacerdotale très grande. Donc 17 ans, c'est très court pour construire une religion qui tient dans le temps. Et donc, tu te rends compte très vite des limites de tes connaissances, même si elles sont très pointues au niveau archéologique et tout, si tu veux construire une spiritualité. Et surtout, il faut se lever à l'aube pour aller chanter des hymnes au soleil. Et moi, c'est à peu près l'heure à laquelle je me couche. Donc, voilà. Donc, le reconstructionnisme avec le néopaganisme, parce que chacun va vouloir reconstruire son truc. Ça fait partie des grandes discussions que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, les pro-reconstructionnisme à fond, les reconstructionnistes modérés comme moi, parce que j'estime qu'on est dans le torque de la reconstruction, qu'un univers passé, tu ne peux pas le reconstruire entièrement, c'est une simple question de logique, et je pense que Dr Who serait assez d'accord avec moi, c'est-à-dire que même si tu as énormément de connaissances, et même si tu connais beaucoup de choses, même si tu te tiens à jour, il y aura toujours un problème. Alors déjà, il y a un problème que les gens oublient, outre le fait de l'accession à la culture dont on a parlé au début. Il y a aussi l'accession aux informations suivant l'époque dans laquelle tu te situes spirituellement. Alors moi, je suis en lathénienne et hallstattienne. Et donc, l'ère lathénienne et hallstattienne, t'as pas grand-chose, quoi. T'es obligé de reconstituer petit à petit des trucs. Et puis, tu vas lire un autre truc qui va dire « Ah non, c'est pas ça ». Parce qu'en fait, ce sont que des suppositions. Tu vois aussi l'évolution entre les années 50, j'arrive sur les Gaulois, les années 50, je m'amusais à le lire. Et je me suis dit, non, il y a des conceptions qui ont changé entre-temps. Donc, parce qu'il n'y a pas d'écrit et qu'on peut faire que des suppositions. Des suppositions à partir des textes romains qu'on va retrouver, et des suppositions alors sur les dieux, c'est encore pire, parce que sur les dieux, il n'y a pas grand-chose. Certains apparaissent 1 ou 2 fois sur des textes retrouvés par hasard. Quand on choisit Cernunnos, par exemple, c'est un des problèmes, c'est qu'il n'est pas toujours appelé Cernunnos, c'est compliqué, il manque des fois des morceaux. Est-ce que c'est lui ou pas ? Enfin, je ferai une fois un stamtiche Cernunnos, je pense que ça sera intéressant. Ça situera bien le problème du reconstructionnisme, je pense. Et en tout cas, dans les époques justement floues comme Hallstatt ou la période de l'Athènes. Et après, il y a ceux qui vont aimer des divinités où c'est beaucoup plus écrit. Et là, c'est sûr, le reconstructionnisme, c'est facile de dire « Ah, et moi, c'est facile parce que en fait, je me base sur plein d'écrits. » Donc par exemple, il y a toute une partie de la cosmogonie irlandaise, pour résumer, que vous allez retrouver dans des contes assez tard, vous allez retrouver des textes assez tardifs, des poèmes, le Mabinogion. Non, je dis, parce qu'en fait, j'ai tout un joli plan avec tous les contes du Mabinogion et que je ne sais pas où accrocher. Donc, le Mabinogion, les légendes arthuriennes, vous allez chaque fois retrouver des fragments. Si on prend certains dieux ou déesses, vous retrouverez facilement des fragments qui pourront vous guider de façon assez logique
et vous diriger. Mais quand vous êtes comme moi, que vous avez choisi comme d'habitude de dire « Ah, moi je choisis un truc chiant », je choisis bien avant quand il n'y avait pas d'écriture, et qu'on n'a que des petits morceaux et que tu dois remettre tous ces petits morceaux comme un puzzle ensemble, ben c'est moins facile le reconstructionnisme. C'est pareil pour les gens qui se penchent sur l'Azatrou ou le cèdre. Je ne sais pas si je prononce bien ce truc-là. C'est-à-dire que la mythologie nordique est beaucoup plus facile à reconstruire. Vous avez les sagas, les Eddas, vous avez des choses déjà presque toutes mâchées, tout faites, tout cuit. Et donc c'est bien de s'intéresser après au contexte culturel. Mais voilà, ça c'est l'autre problème, c'est que tout le monde ne se situe pas dans la même ère de recherche. Et donc forcément, on n'a pas accès aux mêmes informations. Donc si vous avez choisi un dieu ou une déesse, ou qu'elle vous a choisi plutôt, où il y a beaucoup d'informations, c'est cool, parce que vous pouvez effectivement reconstruire quelque chose. Mais si vous avez choisi, ou que un dieu vous a choisi mais qui date de avant, qui est beaucoup d'informations, ben, vous ramez un petit peu. Donc vous cherchez un peu partout, vous avez des fragments de là, de là, de là. Donc, mais au moins vous lisez beaucoup de choses. Je peux vous dire que mes connaissances, elles viennent aussi de ça. C'est du fait que comme je m'intéresse toujours à des trucs bizarres et un peu relous et qui demandent justement des reconstructions un peu difficiles, mais tu lis beaucoup de choses sur plein de choses différentes, parce que des fois tu as un fragment dans un livre qui va te parler de ce qui t'intéresse et le reste ça va te parler de tout à fait autre chose. Voilà, ça c'est le jeu des recherches. Pour parler toujours du reconstructionnisme, parce que ça on le trouve aussi dans le druidisme, c'est que se relier au passé, donc parfois une forme utopique, et il ne faut pas oublier qu'on n'est ni dans le même contexte, que les infos vont circuler différemment, que le climat socio-économique est différent. Donc vous n'arriverez jamais à reconstruire pile poil, à moins de vous exiler dans la montagne. Et je sais que parfois certains le font vraiment, dans une sorte de... Ils essayent de reconstruire vraiment pendant quelques jours, mais vous serez toujours dans une modernité, que vous le vouliez ou non, parce que ça fait partie de vous, parce que vous êtes dans un présent. Et avec le druidisme et avec les autres néopaganismes, le dernier risque, c'est de s'enfermer dans un conservatisme parfois légèrement fascisant. Je pense surtout aux religions nordiques qui ont plus tendance à protéger leurs racines, à parler du sang et de la terre. Et donc ça peut tourner à cette obsession-là. Et cette obsession-là, il faut l'éviter. Alors je l'ai vu chez certains druides aussi, cette obsession-là. Non. Il faut toujours rester ouvert à tout, parce que tout simplement, c'est compliqué, et que si vous saviez le nombre d'invasions, de changements, de gens, de choses, de mélanges de sang qu'il y a eu sur tous les siècles, je trouve toujours drôle de parler de la primauté du sang à travers le religieux et de la renaissance théiste du néopaganisme. Donc voilà, ça c'était pour la petite incursion dans le reconstructionnisme dans le cadre du druidisme. Alors si aujourd'hui on veut être druide, il y a plusieurs mouvements, vous pouvez regarder. Je vous mettrai les liens, pareil avec la bibliographie, si vous vous intéressez à des mouvements. Si vous voulez rentrer comme moi dans un apprentissage, moi j'ai choisi de le faire. Pourquoi ? Vous allez vous demander. Parce que en fait, ça me permet de reconstruire un peu ma spiritualité, enfin lui donner un rythme que je perdais avec le boulot. Parce que je suis souvent à fond les ballons dans le boulot. Et comme mon boulot est quand même super lié à la spiritualité, je voulais pas perdre ça de vue. Et de relire des choses, de relier des choses, ça me permet, moi, de retravailler ma propre peinture. Donc, mon cas est un peu particulier parce que
c'est quelque chose qui est lié en tout. C'est à la fois dans mon travail et à la fois, c'est vraiment un tout. Ce qui est assez rare. Et quand c'est un tout comme ça, il faut toujours se souvenir qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession. Quand on se lance dans une recherche spirituelle, que ce soit le druidisme ou n'importe quel autre néopaganisme, il faut toujours être tempéré dans ses recherches et toujours réfléchir soi-même avec son libre arbitre. Si ça commence à vous peser, c'est peut-être, comme je l'expliquais en story, que c'est pas votre truc. Alors, ça peut être frustrant, mais toujours se souvenir que peut-être on choisit une voie qui n'est pas toujours la nôtre. En art, c'est pareil, hein. Des fois on choisit une route qui n'est pas du tout la sienne. En tout, c'est pareil. Donc on peut avoir une grande passion, s'intéresser à des choses sans pour autant y souscrire complètement. Toujours éviter donc l'obsession, ne pas se mettre la pression. Une spiritualité doit être là pour vous épanouir et pas pour vous enfermer. Si ça vous enferme, c'est que c'est pas la bonne voie. Donc toujours se souvenir de ça. Et donc je vous mettrai les liens vers des courants druidiques où on peut accéder à des cours. Il y en a en français, il y en a en anglais. Par exemple, mon courant à moi, l'Obod, propose en français et en anglais. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, si vous préférez vous tourner vers des choses qui vous intéressent plus. Il faut toujours voir les différentes options. Et aucune option n'est fixe, peut-être qu'aucun truc finalement ne vous plaît. Et après, une fois que vous êtes, si vous vous lancez par exemple sur la voie druidique, ce qui est mon cas, il faut toujours se dire qu'il y a l'attachement à la terre. Donc moi par exemple, je m'intéresse très peu à tout ce qui est irlandais, je l'avoue, mais tout ce qui est anglo-saxon, je parle au niveau spirituel, ça m'intéresse très peu parce que c'est pas ma terre. Ça n'a rien à voir avec mon sens, c'est juste savoir avec mes racines, je sais que je ne suis pas appelée par ça. Certains seront appelés par ça, moi je ne suis pas appelée par ça et j'ai toujours fonctionné à l'appel. Donc quand j'étais il y a plus de un quart du siècle, je m'adressais à Thon, j'avais été appelée par ça, alors que là, il y a plein de choses qui m'attirent pas. Je m'y intéresse vraiment d'un point de vue culturel, mais pas du tout spirituel. Je m'intéresse à certains liens avec des divinités qu'on trouve ici, parce que je suis en train de travailler sur un plan avec en fait l'évolution des divinités au cours des siècles. Voilà, j'ai des grands hobbies comme ça. Où, par exemple, j'essaie de retrouver ce qu'une divinité a pu donner dans différentes sources spirituelles. Je vous en ferai part une fois, ce sera peut-être intéressant pour vous de voir ça. C'est parti d'une déesse que j'aime beaucoup, je vous en parlerai une fois, et qui a des ramifications un peu partout, donc c'est très intéressant de voir comment ça a évolué. Du coup, je le fais pour plusieurs divinités. On y reviendra un jour. Donc, il faut toujours garder l'esprit ouvert, toujours lire, c'est important. Ne jamais se forcer. Voilà, je pense que c'était assez résumé. Je pense que la place des femmes, on en parlera à part parce que c'est encore une autre question. Il y a des affrontements aussi sur cette question. Il y a des gens qui vont dire blanc, d'autres noir, d'autres gris. Donc on verra ça. Vous trouvez des livres que je vous mettrai, dans les livres que je vous mettrai, il y a des livres très historiques, il y en a qui sont plus basés sur des expériences personnelles. Il y a des livres qui sont plus arides à lire, mais j'essaierai de faire une bibliographie qui soit un petit peu éclectique, pas pour monter votre pile à lire, hein. Vous pouvez le mettre de côté et attendre un peu pour les lire, hein. On n'est pas dans l'urgence, mais en tout cas ça vous guidera peut-être. Il y a peut-être des livres que vous ne connaissez pas, toujours en sachant que quand ce sont des expériences personnelles, je vous noterai chaque fois quand c'est des livres où c'est plus l'expérience personnelle qui parle et pourquoi ils sont intéressants.
il faut toujours se dire que du coup, on peut personnaliser ce qu'on apprend dans ces livres nous-mêmes. Par exemple, notamment sur les rituels, on peut le personnaliser. Moi, je personnalise toujours mes rituels par rapport à mes propres divinités. On est un tout petit bosquet, on est 3, peut-être 4 bientôt. Donc on est tout jeunes petits arbrisseaux. Et donc chacun apporte sa pierre et ça permet d'avoir une petite vision globale parce qu'on a chacun une spiritualité assez différente et on arrive à mettre ça en commun. Donc, quoi, c'est assez intéressant pour ça parce que justement ce n'est pas uniquement quelque chose de théologique mais on reste aussi dans la philosophie et l'échange entre différentes spiritualités. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, ce lien. C'est pour ça que échanger sur les réseaux sociaux, sur des groupes païens, c'est bien. Moi, je suis sur certains groupes païens où je sais qu'on est safe, entre guillemets, parce qu'on est entre païens et qu'on peut discuter tranquillement. Donc, c'est toujours bien d'échanger, de voir les différentes visions. Et même sur une même... Je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. Désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je crois qu'on arrive au bout de toute façon. Donc il faut toujours essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Le druidisme permet l'ouverture d'esprit. D'autres aussi. Ne vous laissez pas prendre par des gens qui veulent absolument vous imposer quelque chose. Adaptez-le toujours à vous. C'est ce que je dis toujours, ce que vous apprenez. Adaptez-le toujours à vous au niveau spirituel. Vous gardez ce qui est historique, factuel. Là, j'avais l'accent alsacien. Factuel pour vous, mais le spirituel, il faut savoir l'adapter et c'est très important de l'adapter. Mais tout ce qui est factuel reste factuel. C'est un fait historique. Il s'est passé ça en telle année, c'est comme ça. Ça ne changera pas, à moins qu'un archéologue arrive et dise « Ah non, j'ai trouvé un papier qui te dit tout à fait autre chose ». Donc, ou qu'on ait fait des faux, comme Iolo Morganwg, pendant 200 ans quand même, on s'est trimballé avec des fausses triades, donc des faux poèmes qui construisaient le druidisme, un faux alphabet, jusqu'à ce qu'on retrouve ces brouillons. Donc, c'est pas de ne pas être sûr de rien, mais de toujours fact-checker, c'est comme tout. Et la dernière chose est toujours de remettre dans le contexte. On oublie toujours de contextualiser. Donc, quand vous vérifiez quelque chose, si vous êtes attiré par une divinité, vous lisez dessus, mais vous essayez de la remettre dans une chronologie aussi. Ça, c'est important. Parce qu'une divinité, s'inscrit dans une chronologie. Et elle peut muter. C'est ce que je vous expliquais avant. C'est ma recherche en ce moment. C'est les mutations, justement, de certaines divinités et qui vont même s'appeler des fois carrément autrement, mais qui vont avoir les mêmes points communs, qui vont avoir des points communs avec l'autre. Il me reste 1 minute 58. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, on va faire un peu club de lecture. Je vous ferai mon rapport. J'ai enfin acheté le livre de John Beckett. Donc j'ai oublié le nom. Je me suis rajouté un livre sur ma pile à lire. Parce que tout le monde en parlait, je me suis dit je vais quand même vérifier par moi-même, et surtout que j'ai découvert qu'il était comme moi de l'Aubonne, donc de l'ordre des bardes, ovates et druides, donc je me suis dit quand même, et rien qu'en le lisant j'ai rigolé parce qu'il commençait à parler des soleils protestants, et je me suis dit on a la même, c'est rigolo, on a un peu le même cheminement. Donc voilà, donc je vous ferai un petit commentaire sur le livre de John Beckett. C'est ça son nom ? Oui, je crois. Je voulais ramener le livre et puis j'ai oublié de le ramener ici. J'ai une mémoire de moule. Donc sur le paganisme moderne, on verra pourquoi le mot paganisme n'est pas forcément juste aussi, parce que c'est devenu un archétype, mais le mot paganisme, on verra pourquoi, n'est pas forcément justifié. Et pourquoi moi je préfère dire polythéisme, j'utilise paganisme pour plus de facilité, la voie du paganisme, c'est ça. Donc, je vous dirai ça. Je l'ai eu juste hier. Donc, je vais le lire. Et puis, je vais l'annoter. Et on va pouvoir en discuter. Donc, si vous l'avez lu, je vous invite à venir me rejoindre lundi prochain. Il me reste 22 secondes. Le Arwen Creative Challenge continue. Le mercredi, il y aura la 3e étape. Vous pouvez trouver les étapes en story.
J'espère que vous avancez bien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je lui répondrai assez vite. Et moi, je vous dis à bientôt et merci.